Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames. Notre invité de ce matin, comme annoncé, il s'agit de Maître Atta Messan Zeus à Javon, qui est un des avocats, d'abord juriste, avocat au barreau de Lomé, et un des 3 avocats qui avait voulu animer une conférence de presse portant proposition de solution de sortie de crise il y a quelques jours et c'était au nom de APED, Association pour la promotion de l'état de droit, laquelle conférence de presse a été empêchée par les gendarmes mobilisés en grand nombre au niveau de Tocoin-Césal. Et c'est lui qui est notre invité ce matin, Maître Atta Messan Zeus à Javon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être de notre ce matin et également éclairer la lanterne des Togolais qui vous écoutent. C'est moi qui vous remercie de me permettre d'éclairer justement la lanterne de nos auditeurs. Voilà. Alors, Maître Atta Messan Zeus à Javon, ma toute première question à vous. Vous suivez l'actualité au Togo, tout comme ailleurs. Maintenant, la crise togolaise semble ne plus être une crise particulièrement togolaise, mais une crise de la CEDEAO. Est-ce que vous trouvez le rapport? Permettez-moi de rire, vous savez, l'expression, je ne vois pas le rapport, je trouve pas le rapport, vous savez ce que ça signifie dans notre pays. Bon, ben disons, je vois le rapport. Moi, je trouve le rapport. Vous savez, nous aurions pu, les acteurs politiques togolais auraient pu régler ces problèmes depuis très longtemps avec la bonne volonté de part et d'autre. Mais on s'aperçoit que chacun reste dans son coin, on se regarde dans le chien de faïence, chaque personne veut évoluer, et c'est normal que la CEDEAO, qui voit la sous-région en train d'aller en déliquescence, à cause du Togo, parce qu'il n'y a que le Togo seul qui reste comme pays à problème dans la sous-région. Le Togo seul. Et sur quel plan? Il y a d'autres pays. Sur le plan de l'alternance, sur le plan de l'acceptation, de l'alternance, de l'acceptation de l'évolution démocratique. Oui. Le Togo reste le seul pays? Je l'affirme, le Togo reste le seul pays. Les choses sont en train d'évoluer dans la CEDEAO. Dites-moi le seul pays, en dehors du Togo, membre de la CEDEAO, qui n'a pas accepté les règles démocratiques, à savoir la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, l'alternance. Dites-moi un seul pays, il n'y en a pas. Donc tous les pays ont connu l'alternance, oui. Et donc le Togo reste à la traîne. Absolument, le Togo est le seul pays qui n'accepte pas l'alternance. Donc il faut que la communauté internationale, celle de la CEDEAO, s'organise pour que cela soit effectif dans notre pays également. Oui, et maintenant, est-ce que la médiation ou la facilitation de la CEDEAO, doit-on le prendre sous le prisme d'aider le Togo, accompagner le Togo à accéder ou à atteindre l'alternance, ou bien à ce que le pays soit pacifié, même si on est dans le statu quo? Les deux vont ensemble. Si on veut pacifier le pays, oui, c'est aider le pays à aller vers l'alternance. Parce que c'est le refus de l'alternance qui fait les revendications de rue. C'est le statu quo, le refus de bouger d'un iota des gens qui sont au pouvoir, qui fait que le peuple se soulève, a commencé à soulever de Lomé. Vous constatez vous-même que dans le temps, ça ne se passait qu'à Lomé. Maintenant, c'est tout le pays qui est en ébullition, qui veut le changement. Le changement, ça, vous savez, lorsque le pouvoir, quel que soit le pouvoir, lorsqu'il fait 10 ans, même si c'est un pouvoir exceptionnel, extraordinairement bon, au bout de 10 ans, il y a ce que nous appelons, pour les Américains, eux, c'est 8 ans. Oui. Nous avons dit 10 ans. Au bout de 10 ans, nous avons ce que nous appelons l'usure du pouvoir. Au bout d'un certain temps, oui,
les gens veulent voir autre chose. Même si ce que vous faites est bon. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Même si ce que vous faites est bon, les gens veulent voir autre chose. C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Oui, mais ce sont ces mêmes peuples qui élisent encore. Pas, puisque ici, ce n'est pas le Togo seul. Il y a beaucoup d'autres pays africains également, dont les chefs d'État font plus de 2 mandats ou font plusieurs mandats à la tête de ces pays. Laissons ces États-là. Restons dans la CEDEAO. Oui. Il y en a combien? Nous sommes dans la CEDEAO, restons dans le cadre de la CEDEAO. La CEDEAO constitue une avancée certaine en Afrique. Oui. Aussi bien sur le plan démocratique, sur le plan économique. Une institution communautaire très solide. Solide. Et qui aurait pu être plus solide avec l'effort de chacun. Ça aurait pu être solide, ça aurait pu servir d'exemple et en Afrique et peut-être ailleurs. La CEDEAO est très solide. Mais alors, je le dis, je répète, est-ce qu'il y a un seul pays dans la CEDEAO où on a le refus de l'alternance? Un seul? Non. Il y avait la Gambie. Oui, le Togo et la Gambie étaient à la traîne. Maintenant, la Gambie a fait l'alternance. Oui, mais pour le moment, le mandat, est-ce qu'ils ont déjà adopté les tests au niveau de la Gambie? Pour le moment, non. Non. Avec ce qui se passe, est-ce que vous croyez, quelques secondes, qu'avec ce qui s'est passé en Gambie, pour l'avènement de l'alternance, est-ce que vous croyez que le chef d'État qui est là pourra dire qu'il ne s'en va pas? Est-ce que vous le croyez? Moi, je ne le crois pas. Ça lui sera très difficile. Oui, ça sera très difficile. Même s'il a des velléités de rester, est-ce que vous croyez qu'il va rester? Il va vouloir rester? Peut-être à la fin de son mandat, il dira quand même que le peuple m'adule, le peuple m'aime, le peuple me porte tellement dans son cœur. Alors là, oui, généralement, on se rabat sur le peuple. On a dit ça en Gambie, vous avez vu? Yaya Jammeh s'était toujours rabattu sur le peuple. J'étais en Gambie. J'ai vu Yaya Jammeh venir avec sa canne, puis bon, le chapelet. Oui, chapelet, les gens criaient, j'ai vu. Quel peuple? Le peuple, c'est ceux qui souffrent en silence et qui ne disent rien. C'est pas ceux qui font beaucoup de bruit autour du chef d'État. Ceux-là sont, excusez-moi, ce sont les tonneaux vides. On dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Oui, c'est eux qui font le bruit. Ils font beaucoup de bruit. On dit que c'est ce que le peuple veut, qui parle au nom du peuple. Mais le peuple profond, c'est le peuple silencieux, et qui souffre en silence. Aujourd'hui, la CEDEAO, comme je l'ai dit, est en pied d'œuvre pour trouver une solution rapide pour le règlement de la crise togolaise. Et donc, la CEDEAO a dépêché le président de la commission, disons une délégation au niveau de la commission de la CEDEAO. Et maintenant, ils sont sur le point de faire un projet de feuille de route à remettre aux 2 facilitateurs, laquelle feuille de route sera soumise donc à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Quel peut être le profil ou bien apparemment le contenu de cette feuille de route pour que la crise soit résolue une fois pour de bon au Togo, maître Adjamou? C'est vrai, vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Oui, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas non plus avec les partis politiques qui ont eu à discuter avec les émissaires la dernière fois. Mais je peux dire que j'imagine ce que les chefs d'État ont pu avoir comme idée, j'imagine un peu. Peut-être que ce n'est pas loin de ce que nous proposons. Oui, ainsi on verra bien. Peut-être ce n'est pas loin de ce que vous proposez. Alors, vous étiez 3 avocats à être au niveau de Tokoin Césal la dernière fois pour animer une conférence de presse, mais vous avez reçu la visitation, on dirait, donc des éléments de sécurité dans le pays qui vous ont dit, messieurs, rangez vos clics et claques et dégagez, videz les lieux. Maître, comment ça s'est passé? Vous savez, quelle a été ma surprise quand le matin, celui que j'avais envoyé pour aller réserver la salle et faire les aménagements là-bas, m'a appelé vers 7 h du matin pour me dire qu'on l'a appelé au téléphone pour lui demander qu'est-ce que nous allons dire lors de la conférence, qui sont les gens. Alors que nous avons fait des communiqués partout.
pour dire que c'est nous trois qui allons organiser la conférence. Oui. Pour les propositions. Mais c'est lui qu'on a appelé parce que c'est lui qui allait réserver la salle. Celui que vous avez envoyé. Oui. Le jeune, c'est Louis, moi je le dis Louis Atiogbe, que vous connaissez bien, que j'ai envoyé louer la salle, préparer la salle pour qu'on vienne. Qui a été appelé à 7h du matin. Par qui? Ah, pas qui vous savez. Et qui on lui a demandé qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons dire. Il dit non, lui, ce n'est qu'un envoyé. On l'a envoyé pour aller réserver la salle, c'est tout. Que c'est Maître Ajabo, Maître Dovicali et Maître Degli qui vont venir eux-mêmes pour la demander eux-mêmes. Et bon, moi, je ne sais plus sur ce qui s'est passé. Je suis arrivé sur les lieux à l'heure prévue, quelques minutes avant. À ma grande surprise, je vois un tas de gendarmes avec leur accoutrement de gendarmes pour aller faire la répression de manifestations. L'accoutrement habitué avec le bouclier et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que personne m'a dit à la maison, en partant à la maison, qu'il y avait des gendarmes là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je suis allé, j'ai vu mon confrère et ami, Maître Duvicali, Maître Degli, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit, le responsable, le commandant qui était à la tête de la troupe, très gentiment, très poliment, non, très poliment, très gentiment, elle veut nous voir pour nous dire, on leur a demandé de tout faire pour que la conférence n'ait pas lieu. Que vous puissiez quitter les lieux, sans animer la conférence. On lui a demandé, mais pourquoi? On lui a dit, ce qu'il a dit, on lui a dit que c'est parce que la peine n'a pas de base légale. APED n'a pas de base légale. Voilà, est-ce que vous confirmez? Comment? La PED? Oui. La PED, c'est l'une des associations pionnières au Togo. Au moment où la PED était née le 5 octobre 1990, il n'y avait pas beaucoup d'associations de lutte pour le droit de l'homme. Il n'y avait pas beaucoup d'associations de changement. Le 5 octobre 1990. Et APED a une base légale, une existence légale. Mais la PED a fait sa déclaration, a eu son épicé, a eu tout. Et la PED a organisé d'innombrables colloques à Lomé ici. La PED a été aussi l'une des pierres angulaires de l'OPAD international qui a été créé après. L'OPAD a participé, la PED a participé activement au 15 mars 1991, au premier soulèvement, qui a eu lieu au Togo, qui a jamais eu lieu au Togo, vous vous souvenez? La PED a participé à la création du phare. Qui est l'ancêtre du CAR? Non, le phare n'est pas l'ancêtre du CAR. Ah d'accord. S'il vous plaît. Ok. Le phare a été créé par 5 associations de Maître Degli, l'association de lutte contre la liberté, contre la torture. Vous avez l'association créée par M. Aga à l'époque, l'association pour la liberté de la presse. Vous avez la Ligue, vous avez la PED et vous avez le CATR. Le CATR, c'est comme je ne sais plus la définition. Mais c'est Maître Agbobo. Et ce sont les 5 associations qui se sont mises ensemble avec les nations estudiantines, l'autre, le GRAD, le MED, c'est plus un parti politique, pour former le phare à l'époque. Le phare a été créé le 14, avec ces associations-là, le 14 mars 1991,
Et le FA a organisé la première manifestation de rue du Togo après l'indépendance le 15 mars 1991. La PED a participé activement au dialogue avec le chef d'État, réellement à l'époque. La PED a participé activement à la conférence nationale. La PED a été l'un des initiateurs de l'acte 1 de la conférence nationale. La PED a fait des propositions pour le régime politique qui doit être adopté par la conférence nationale. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Ah oui, la PED a fait beaucoup de choses. Et donc, la PED... Mais oui, et voilà, le ministre de la Sécurité se serait excusé. Il ne l'a pas appelé, justement. Et il vous a dit... Il nous a dit que ce n'est pas lui. Non. Que ce n'est pas lui qui a donné les instructions pour qu'on nous empêche de faire la conférence. Qui va aller aux nouvelles. Nous avons attendu. Ouais. Vous voyez le Togo, comment ça marche. Donc si on comprend très bien, il y a quand même un groupe quelque part qui peut donner des ordres et dépêcher les gendarmes sans que le ministre de la Sécurité n'en soit informé. C'est ce que je constate. C'est pour ça que je dis, vous voyez comment le Togo fonctionne. Quand vous avez dit, quelqu'un a donné quelque part des ordres qui ont rapport avec la sécurité du Togo, et le ministre de la Sécurité n'est pas au courant. Du tout. Il dit qu'il va aller aux nouvelles. Nous l'avons attendu. Il n'est plus revenu. Bon, disons qu'on l'a rappelé. Il dit qu'il était en train de chercher X et Y pour savoir. Bon, il n'a jamais eu à contacter ceux qui voulaient, je ne veux pas donner des noms, ceux qui voulaient contacter pour savoir ce qui se passe. Bon, donc, nous avons dit, nous avons donné la conférence de presse, nous avons organisé ça pour 10 heures, nous avons dit à 11 heures, les journalistes ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres préoccupations, on ne peut pas les garder indéfiniment. Bon, il vaut mieux qu'on se sépare. Mais on s'est séparés. Et c'est après que on m'a appelé pour me dire que c'était un malentendu et que nous pouvions aller faire notre conférence de presse. Alors que nous étions déjà partis, nous étions déjà séparés. On nous a appelé à 11h30 pour dire que nous pouvions aller faire la conférence de presse. Oui, maître, en tant que juriste, cet état de choses, le ministre de la Sécurité est là et un autre pôle prend la décision, il dépêche les gendarmes, les agents de sécurité. Est-ce que cela est un gage de bonne cohésion, de bonne coordination du mécanisme de la sécurité dans le pays? C'est de ça que je pense. Est-ce que c'est seulement au niveau de la sécurité que ça se passe? C'est à beaucoup de niveaux que ça se passe. Comme cela. Il y a des pôles de décision dans ce pays qui échappent aux responsables qui doivent prendre les décisions. Est-ce que ça peut arriver également au niveau du chef de l'État aussi? Que des gens prennent des décisions qui lui échappent? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comment remédier à cela? Comment on peut? Est-ce qu'il y a la possibilité? C'est l'état de droit qui remédie ça. L'état de droit qui est capable de remédier à ça. Lorsque vous aurez accepté que l'état de droit soit instauré dans votre pays, c'est que le droit soit appliqué et que les choses soient en état. Et que chaque chose soit à sa place. Et chaque homme à sa place. C'est ça l'état de droit. Et que le droit soit appliqué à tout moment, à chaque instant. À ce moment-là, vous n'aurez pas c'est bévu parce que c'est une blague. C'était une blague. Ou peut-être un zèle. Est-ce que c'est un zèle? Non. Celui qui a de l'ordre sait exactement pourquoi il a de l'ordre. Il sait. Lui, il sait. Ceux qui donnent les ordres, ceux qui ont donné les ordres qu'on voulu le marché, et pourquoi on dit que c'est nous qui avons voulu le marché? Ils savent pourquoi ils ont voulu le marché. Ils le savent. Oui, maître, quand même si ce n'était pas au nom de APED, est-ce que vous trois, vous aviez quand même cette opportunité-là ou bien cette liberté de pouvoir vous prononcer sur la crise togolaise? Si ce n'était même pas au nom de APED. Nous avons préféré nous exprimer au nom de l'APED, au sein de l'APED, qui a une nouvelle association. Parce qu'individuellement, à quel titre? Ce serait une opinion personnelle. Mais notre association ayant eu un impact
ayant eu à faire beaucoup de choses dans ce pays, nous avons voulu que ce soit dans cette formalité, dans cette association que tout le monde connaît, qui a eu beaucoup de... qui a eu l'opportunité d'avoir montré ce qu'elle sait faire dans ce pays. Nous avons voulu que ce soit cela, pour que ça donne de l'importance à ce que nous faisons et non des déclarations individuelles, ni des remarques individuelles. Et voilà, la paix dit quoi que la conférence de presse a été empêchée, vous avez pu quand même faire sortir ou bien rendre public les 7 propositions. Oui. Alors, en quoi consistent les propositions, maître? Bien. Nous avons estimé que pour que la paix soit définitivement instaurée dans le pays, nous avons donc estimé qu'il y a 7 points, 7 propositions, et que si ces 7 propositions sont mises en œuvre, nous aurons une paix définitive dans le pays. Nous pensons à la paix, nous estimons que les choses seront résolues. Nous estimons que tous les détenus politiques qui sont encore en prison, parce qu'il y en a beaucoup. La coalition a rendu visite à certains la dernière fois. Oui, je les ai vus, j'étais en prison, je les ai vus, je les ai salués. Nous avons ces détenus politiques qu'il faut libérer. La libération immédiate et sans condition pour décrisper l'atmosphère. Ça prend en compte les mesures d'apaisement qu'exige la coalition des 14. En tout cas, nous, c'est notre façon de voir la chose. C'est peut-être la même chose que ce que les 14 disent, mais nous estimons qu'on ne peut pas faire l'apaisement, qu'on ne peut pas commencer à aller négocier, alors que si les fautes sont en prison. Oui, mais le pouvoir dit que des gens ont commis des fautes ou bien des délits du droit commun, relevant du droit commun, et qu'il faut les juger. Est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas eu des exactions qui dépassent l'usage de la force qui est permis dans un État, ce qui s'est passé en face? Il faut mettre les deux dans la balance. Ce qui s'est passé à Mangou, ce qui s'est passé à Bafilo, est-ce que ça entre dans l'usage normal de la force? Proportionnel? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes? Alors, si on veut voir d'un côté, voyons de l'autre. Alors, pour éviter de commencer à creuser, à savoir qu'est-ce que les forces de l'ordre ont fait, les forces de sécurité ont fait, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, libérons les gens. Ça va contribuer à faire la paix et à avoir un dialogue franc, un dialogue apaisé. Oui, parce que si on ne les libère pas, et si on dit qu'on va faire les propositions, on va les juger, ben, est-ce qu'on a jugé les militaires, les gendarmes? Parce que les militaires, qu'est-ce que les militaires font dans la rue? Qu'est-ce que les militaires faisaient dans la rue? Dans un pays de droit, qu'est-ce que les militaires faisaient dans la rue? Les militaires qui ont participé à la répression, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue? Et si on s'en prenait à ça aussi, est-ce qu'on va s'en sortir? Ils rétablissaient l'ordre. Le rétablissement de l'ordre appartient à la police et à la gendarmerie. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments de la police et de la gendarmerie par rapport à ce qui se passe. Proportionnellement à ce qui se passe. C'est quand la police et la gendarmerie sont dépassées que le ministre de la Sécurité fait appel au ministre de la Défense. Chez nous, le ministre de la Défense, c'est qui? C'est le chef d'État lui-même. Oui, le ministère attaché à la présidence. C'est le chef d'État lui-même qui est ministre de la Défense. C'est le chef d'État qui est ministre de la Défense. Alors, si, je disais donc, il aurait fallu que le ministre de la Sécurité puisse dire que ces éléments sont en nombre insuffisant ou qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour maintenir la sécurité avec les gendarmes et les policiers, que le ministre de la Sécurité fasse appel au ministre de la Défense dans certaines conditions avant que les militaires descendent de la rue. Mais là, les militaires sont dans la rue avant les policiers et les gendarmes. Ah oui? Ben c'est ça.
Non, mais les militaires n'étaient pas dans la rue avant. Allez Les gendarmes. regarder à Mango, qui Ou était bien dans à la rue. Sokodé. Allez regarder à Sokodé, qui était dans la rue avant. C'est pas ça. C'est pas un militaire qui était dans la rue d'abord. Peut-être il n'y a pas de nombre suffisant de... Je vous dis, avant que cela se passe, pour que le ministre de la Sécurité puisse dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, que les moyens dont il dispose ne sont pas suffisants par rapport à l'ampleur de ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on fait appel à l'armée. Par exemple, en cas de troubles djihadistes, oui. En cas d'attaque oui. extérieure. Oui, c'est dans ce cas-là. Sinon, est-ce que la police togolaise et la gendarmerie togolaise n'est pas à même, est-ce que les deux ne sont pas à même d'assurer la sécurité des manifestations? Si on n'a pas l'idée de casser les manifestations, de renvoyer tout le monde, de tabasser tous ceux qui bougeaient, est-ce que ce n'était pas l'idée? Est-ce qu'on devait faire appel à l'armée? La police qui devait encadrer les marches, la gendarmerie qui devait encadrer la marche, est-ce qu'il lui a eu tout ce qui s'est passé au Togo? Non. C'est pour ça que je dis, l'un ne vient pas sans l'autre. Ce qui s'est passé est peut-être la conséquence de ce que l'autre a fait. Alors, comme les autres sont en liberté, ils ne sont pas inquiétés, libérons ceux qui sont de l'autre côté, libérons ceux qui sont en prison. Et là, vous le demandez au point numéro 1. Et maintenant, le 2, c'est quoi? Bien. Le point 2, nous demandons la levée immédiate de l'état de siège dans la ville de Sokodé, de Bafilo, de Kara et de Mango. C'est ce que je vous disais. C'est l'armée. C'est l'armée qui quadrille ces villes. Pourquoi? C'est pas la police, pas la gendarmerie. C'est l'armée qui quadrille ces villes. Pour que rien ne bouge. Comme c'est à Kara, lorsqu'il y a 3 ou 4 bonhommes qui sont debout, même pour discuter, on les disperse, on leur dit qu'est-ce que vous faites? Kara, c'est pire, on ne le dit pas. Hein. Kara, c'est pire. Vous ne pouvez pas vous réjouir, être à 3 ou à 4, et vous asseoir, vous réjouir quelque part. Non, c'est quand il s'agit d'un mouvement où vous avez invité quelqu'un pour... Allez à Kara, vous verrez. Allez à Kara, vous verrez. Essayez essayez d'être à 4 ou à 5 quelque part pour vous discuter entre vous. Vous verrez ce qui se... Si quelqu'un ne viendra pas vous dire donc vous incluez la ville de Kara aussi dans la levée de l'état de siège? Oui. Mais Kara est plus en état de siège que Bafilo, Sokoré et Mango. Ah oui, je l'affirme. Nous l'affirmons à l'appel. L'appel l'affirme. C'est pour ça que nous disons qu'il faut lever l'état de siège à Bafilo, à Sokoré, à Mango et à Kara. Essayez d'aller manifester à Kara, vous verrez ce qui va vous arriver. Essayez. Les gendarmes et les policiers vont intervenir. Quels gendarmes et les policiers? Les militaires vont intervenir. Maître Atta Messanzeus à Javon, c'est lui notre invité de ce matin. Messieurs, dames, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite avec lui pour la suite donc des propositions. Toi, la dernière fois, à vouloir donc animer une conférence de presse pour essayer de faire une proposition de sortie de crise au Togo. Alors, maître, nous parlions tout à l'heure du point 1 et du point 2. Et maintenant, le point 3, c'est quoi? Bien, le point 3, nous avons mis ces points-là par gradation. Vous avez parlé dans un premier temps de la libération des détenus politiques. Oui. Lever l'état des sièges. Décongestionner l'intérieur, ça aussi c'est une mesure d'apaisement. Quand on aura fait ça, c'est plus facile de passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses étant d'abord les réformes. Les réformes. Donc troisièmement, opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles de manière consensuelle. Et nous tel qu'on le préconise aussi au niveau du dialogue. Nous disons, et par voie parlementaire. Par voie parlementaire. C'est pas par un référendaire. Par voie parlementaire. Ah oui, mais quand même, le Parlement s'est déjà prononcé. Mais si on se met d'accord, vous savez, en 92, nous avions, quand nous avons fait
la commission mixte paritaire, nous avions discuté avec le pouvoir. Nous avions adopté des modifications de la commission. Et c'est consensuellement que nous avons envoyé ça au ACR. Et ça a été adopté. Alors que des gens n'étaient pas d'accord. Mais consensuellement. Donc, il y a possibilité aujourd'hui, si on trouve un compromis ou bien un accord au niveau du dialogue, alors on peut renvoyer encore le test à l'Assemblée nationale pour adoption. Est-ce que vous croyez que cette Assemblée-là qui est là, lorsque, à l'issue du dialogue, il sortirait un texte qu'on enverra à l'Assemblée, vous croyez que cette Assemblée est capable de ne pas la voter, de ne pas voter ce texte-là? Vous croyez? Non. L'Assemblée-là? Non. Donc, des consignes doivent être données alors à l'Assemblée. Est-ce qu'on a besoin de donner des consignes à l'Assemblée? Elle va elle-même courir pour vous voter. Cette Assemblée-là. Lorsqu'on dira que le chef d'État, chef du RPT UNIR, a donné son consentement à ce que cela se fasse ainsi, et que l'opposition a dit aussi, nous sommes d'accord sur tel point de vue, est-ce que vous croyez qu'un seul député de l'Assemblée va vouloir s'opposer à ça, de cette Assemblée-là? Un seul député du NIR va s'opposer à ça, vous croyez? Donc c'est pas il n'est pas ce député-là. Oui, mais aujourd'hui, le couac, c'est qu'il est très difficile au niveau du dialogue qu'ils s'entendent sur les points portant sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est pour ça que moi, personnellement, oui, ça, ce n'est que personnel. Moi, je préfère mettre ces choses-là à la fin. Personnellement, c'est ce que j'ai dit sur une station de la place. Et les gens ont dit que je suis revenu à... J'ai appris ça. Que je suis venu sur les thèses du livre, les gens m'ont insulté. J'ai dit ceci. Oui. Lorsque j'ai vu ma mère écailler le poisson. Elle n'écaille pas le poisson par la tête. Même si vous prenez un idiot qui essaie d'écailler le poisson par la tête, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, un fou, et qui n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver le poisson pour commencer à l'écailler par la queue. De la queue vers la tête. Ah, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que j'ai dit. Alors dans ce cas-là, la tête étant les réformes institutionnelles constitutionnelles qui ont des conséquences sur l'État directement, pourquoi on ne va pas sur les conditions pour organiser des élections éventuelles? Parce que je n'ai pas dit que je suis d'accord pour les... Il y en a qui ont dit que je suis d'accord pour les élections, que je suis d'accord pour le référendum. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, à supposer, hypothèse d'école, que des élections éventuelles soient programmées, à supposer. Comment faire pour que le cadre électoral soit sain, tellement sain, que les élections qui sortiront justement de ce cadre soient des élections crédibles. Alors, et à ce moment-là, oui. Est-ce que vous croyez que celui qui ne peut gagner en griffe ces élections, que par la force, que par le bourrage des unes, que par les gendarmes qui vont avec les armes pour obliger le président à donner des résultats, celui qui sait faire ça, donc il saura que dans les conditions dans lesquelles il y a des verrous et il ne serait plus possible pour lui de faire cela. Vous savez, moi je suis vous m'excusez, c'est pas pour me vanter, je suis quand même un expert en matière électorale. Et vous avez même été vice-président de la CENI. En dehors de ça, au Togo, j'ai fait beaucoup de choses dans toute l'Afrique. Alors là, vous préconisez qu'on fasse les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ça, c'est au niveau de la PED. Ça, c'est au niveau de la PED. Oui. Mais personnellement, vous dites, on peut mettre en veilleuse
la candidature de Faure, etc., Oui. ou sa participation à une nouvelle élection, Oui. et maintenant assainir le cadre électoral. Tellement assaini que les choses soient propres. Et qu'on ne puisse plus voler, qu'on ne puisse plus tricher, mettre les verrous nécessaires. Au besoin, faire appel à des gens qui viennent de l'extérieur pour organiser les élections. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, ceux qui savent qu'ils ne peuvent utiliser que des moyens frauduleux, des moyens détournés pour gagner, est-ce que vous croyez que ceux-là iront encore à ces élections-là? Et voilà donc, le chef de l'État parle de respect des délais légaux Oui. pendant que le dialogue se déroule. Oui. L'opposition dit non, on ne peut pas aller aux élections dans les conditions actuelles. Quelle est, vous, personnellement, votre position par rapport à cela? Vous savez, lorsqu'on commence un dialogue, ça veut dire qu'on a mis en parenthèse certaines règles. Quand nous sommes allés faire la conférence nationale, nous avons mis en parenthèse ce qui était assisté. Donc, l'État doit s'arrêter. L'État ne s'arrête pas. Mhm. L'État continue de fonctionner. Mais sur les points essentiels qui concernent le dialogue, ce point-là, par exemple, l'organisation d'élections, l'État ne peut pas organiser les élections pendant qu'on dialogue. Ça n'a aucun sens. Parce que les élections, c'est l'aboutissement du dialogue. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas dire qu'on va respecter les délais légaux, organiser les élections pendant qu'on est en train de dialoguer, des conditions dans lesquelles on va aller aux élections. Ah oui, mais on sous-tend quand même cet argument, ou disons cet argument s'arc-boute sur le vide constitutionnel éventuel qu'on pourrait avoir. Je suis un juriste. Oui. Je suis un professeur de droit constitutionnel. Il n'y a jamais de vide constitutionnel. Ah bon? C'est en Afrique qu'on invente ça. Ça n'existe pas en droit constitutionnel. Que celui qui n'est pas d'accord avec ça vienne discuter avec moi, face à face. Et quand, Sur une station. à supposer, le mandat, ou bien, oui, le mandat des députés actuels à l'Assemblée Oui. arrive à terme. Oui. Et une nouvelle élection n'est pas organisée. Il y a deux solutions. Mhm. Ou on met un organe de transition qui fait le travail des députés, ou les députés continuent de travailler jusqu'à ce qu'on leur soumette le nouveau test qu'ils doivent adopter. Nous appelons, il y a une règle d'or en matière constitutionnelle. C'est la règle de la continuité de l'État et la continuité des institutions. Ce qui veut dire, Ça veut dire que lorsque une institution est à la fin de son mandat et que les événements font que qu'on ne puisse pas renouveler cette institution, il n'y a pas vide. L'institution continue, c'est-à-dire les anciens restent en place. à moins que vous mettiez en place autre chose pour les remplacer. À moins que consensuellement vous mettiez d'accord pour qu'on se les remplace. Mais c'est ce que nous avons fait pendant la conférence. Nous avons mis en place un parlement de transition. Nous avons appelé, mis en place le ACR, qui a remplacé l'Assemblée qui existait. N'est-ce pas? L'Assemblée n'avait pas son mandat terminé quand on a mis en place le ACR. C'est consensuellement que nous avons mis en place le ACR pour remplacer l'Assemblée, pour faire le travail de l'Assemblée. Donc, Maître Ajavon, si nous vous comprenons très bien, Oui. actuellement, Oui. point n'est besoin de parler ou d'évoquer le vide constitutionnel ou bien le respect des délais légaux pendant que le dialogue se Ça, déroule. c'est une invention africaine. Alors, et quel est le quatrième point que vous avez mis en exergue au niveau de, comme proposition au niveau de APED? Bien, concernant le troisième point, Oui, les réformes. permettez-moi de détailler un peu ces réformes-là. Bien. À savoir, 1, la limitation du mandat présidentiel à 2 tours, Oui. 5 ans, une seule fois, Mhm. avec la phrase en aucun cas. Vous demandez qu'on ramène cette phrase en aucun cas. Oui. Parce que vous savez, Mhm.
j'ai parmi ceux qui ont initié la condition actuelle. Nous avons réfléchi mûrement avant que nous mettions cette phrase. Nous étions 15 à avoir fait partie de la commission constitutionnelle qui a rédigé la constitution actuelle, initiée à la constitution de 92. Vous savez, c'est à l'issue de débats que nous avons mûri. À chaque fois que nous avons dit des choses, c'est parce que nous avons mûri ça par rapport au passé, par rapport à l'avenir. Et on vous avait taxé que vous l'aviez dirigé contre M. Kofigo. Non, mais comment? Est-ce que Kofigo a fait deux mandats? Nous avons dit à nous, quand lui a fait deux mandats, Kofigo il n'avait même pas fait un seul mandat. Kofigo était un peu premier ministre de la transition. Quel rapport c'est plutôt au niveau de la limite, l'âge plafond, ou bien, oui, l'âge, je crois, au niveau de l'âge pour être candidat. Vous me permettez d'ouvrir ce débat. Non. C'est faux. Parce que, je vais vous dire, oui. Lorsque nous avons, au niveau de la commission, lorsque nous avons parlé de l'âge, nous n'avons pas pensé tout à Kofigo. D'accord. Moi, à l'époque, je ne savais pas que Kofigo n'avait pas cet âge-là. Parce que moi, je suis plus vieux que lui. Oui, maintenant, en demandant qu'on ramène la phrase, la fameuse phrase, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Est-ce que vous ne visez pas indirectement X ou Y? On ne vise personne. Ça veut dire qu'aucun Togolais président ne peut faire plus de 2 mandats. Mais ça a été dit en 92. Est-ce qu'en 92, on visait quelqu'un? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'en 92, lorsque nous avions mis cette phrase-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qu'on visait à ce moment-là? Personne. C'était impersonnel. C'était au début. Oui, alors si on ramène en aucun cas dans la Constitution aujourd'hui, tel que vous le préconisez, oui. Maître, est-ce à dire que la loi disposera pour l'avenir? La loi dispose pour l'avenir et la loi dispose également pour le passé. Je le dis, je le répète. La loi peut disposer pour l'immédiat. La loi qui dispose pour l'immédiat peut avoir des effets sur le passé. Je vais vous faire un cours de droit constitutionnel, de droit fondamental. Les gens qui parlent de non-rétroactivité, c'est pas de mauvaise foi. Alors, là, je veux être clair. Oui. Si on ramène aujourd'hui dans la Constitution, à l'issue du dialogue, oui. La fameuse phrase « en aucun cas », est-ce que l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, peut encore se présenter ou non en 2020? Mais on dit « en aucun cas ». Quel que soit Alpha, quel que soit le cas, personne ne peut faire plus de 2 mandats. Est-ce que le chef de l'État actuel a déjà fait 2 mandats? C'est la question qu'il faut se poser. Quel que soit le cas, même dans 20 ans, aucun chef d'État, aucune personne ne fera plus de mandat. Est-ce qu'il a dit? Maintenant, est-ce que le chef d'État actuel a déjà fait 2 mandats? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il doit se représenter? Donc il sera exclu? Ce n'est pas l'exclusion. Lorsque la Constitution prévoit des dispositions et que les dispositions s'appliquent immédiatement à quelqu'un, est-ce qu'on dit que la personne est favorisée? À supposer. Exemple, lorsque le chef d'État togolais, Yarema, a modifié la Constitution en 2002. A sauté le verrou? A sauté le verrou. Pourquoi est-ce qu'on a lui appliqué cela en même temps? Est-ce qu'on s'est posé la question, si on le lui applique, est-ce que ce n'est pas rétroactif? Pourquoi cette question n'a pas été posée à ce moment-là? Pourquoi est-ce que les chefs d'État qui sautent les verrous, pourquoi pour eux on ne se pose pas la question pour leur dire, est-ce que ça les favorise? Pourquoi on l'applique? La loi est d'application immédiate. On la met en place, on l'applique
Et ceux qui sont en situation se vont appliquer cette loi, c'est tout. Et voilà, vous demandez qu'on ramène en aucun cas, mais c'est cette phrase-là aussi qui pose problème un temps soit peu au niveau du dialogue. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas poser de problème. Si on est de bonne foi, ça ne devrait pas poser de problème. Et le point numéro 4. Donc, le temps oblige. Oui, bon, on a dans l'imitation du mandat, réaménagement des prérogatives entre le président et le Premier ministre. Oui. Parce que là, le Premier ministre, ce n'est que, d'après la condition qui est là, ce n'est que le porte de la valise du chef d'État. Que le Premier ministre soit le Premier ministre. Il n'a pas de prérogative en tant que tel? Ouais. Actuellement, le Premier ministre, si vous lisez la condition bien, le Premier ministre exerce ses fonctions sous la haute supervision du chef de l'État. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je ne comprends pas ça. Donc, vous voudrez qu'on soit dans le régime parlementaire, semi-parlementaire ou présidentiel? Moi, je n'aime pas ces régimes-là. Personnellement, je n'aime pas le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Je n'aime pas. La paix devait proposer un régime parlementaire dans ce pays. Simple. Parce que dans nos chefs, dans nos États, l'épouvantail, c'est quoi? C'est le chef d'État. C'est lui qui, quand il parle, quand il crie, personne ne peut rien faire. Tout le monde court, tout le monde s'aplatit. Dans un régime parlementaire, le chef d'État, c'est quelqu'un qui s'impose, qu'on vient consulter pour régler des problèmes lorsqu'on n'a pas évolué. C'est quelqu'un qui a une stature de, je ne sais pas, d'icône. Et alors là, qu'est-ce que vous, au niveau de la paix, vous pensez qu'on doit faire, qu'on doit mettre? Quel régime? Si on ne doit pas aller à l'origine parlementaire, alors au moins au régime parlementaire, tel que ça existait avant. Voilà. À savoir donner des prérogatives certaines au Premier ministre. Oui. Le Premier ministre et son gouvernement, ou alors le chef d'État avec son gouvernement, ils savent ce qu'ils font, ils ont leur politique, ils savent ce qu'ils font. Donc, le régime présidentiel, où le chef d'État peut ne pas être celui-là, l'homme politique avisé, qui sait exactement ce qu'il faut faire. À ce moment-là, le Premier ministre, avec son gouvernement, eux savent ce qu'il faut faire. Voilà. Et maintenant, le point 4, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, vous êtes dans ce point 3, nous avons parlé aussi de la restauration d'un véritable ministère de la Défense nationale, dirigé par une personnalité civile. Donc, que le ministère de la Défense ne soit plus rattaché à la présidence. Non, qui est un véritable ministère, ministère de la Défense nationale, ministre, mais dirigé par un civil. Dirigé par un civil? Oui. Est-ce qu'un civil peut véritablement donner... Mais regardez un peu partout, est-ce que ce sont les militaires qui sont ministres de la Défense nationale? Allez, en France, ce sont les militaires qui a ministre de la Défense nationale. Allez ailleurs. Allez aux États-Unis, est-ce que c'est un militaire? Allez en Angleterre, est-ce que c'est un militaire? Pourquoi on veut qu'en Afrique soit les militaires? On dit la guerre est tellement importante, c'est une chose tellement grave qu'il ne faut pas la confier aux militaires. Ah oui, il faut qu'un civil soit là. Un militaire, lui, va être en guerre. Un civil, il a une autre façon de voir. Maître, dans vos propositions, vous avez également émis l'idée qu'on aille à une transition politique. C'est ça. C'est le quatrième point. Oui. Donc le quatrième point, c'est la mise en place d'un gouvernement de transition avec un gouvernement désigné au sein de l'opposition démocratique. Voilà. Et le point 5? Le point 5, c'est en vue de garantir la transparence et l'équité des prochaines élections. Moi, c'est ce point-là que moi je souhaitais qu'on mette. Et que vous aviez développé dès longtemps. Pour la prochaine consultation électorale, donc assainir le cadre national, le cadre électoral, et qu'on y ait une instance internationale neutre et indépendante qui devait remplacer la CENI pour organiser. Est-ce que techniquement c'est faisable? Aussi. Et la souveraineté de l'État ne serait-elle pas mise en jeu? Lorsque l'État est en déliquescence, comme il est là, lorsqu'on est en crise profonde,
est-ce que la souveraineté d'État est encore... On peut encore invoquer la souveraineté d'État? Pourquoi est-ce que nous appelons les présidents ghanéens et guinéens pour régler le problème? Est-ce que la souveraineté de l'État n'est pas en jeu dans ce cas? Oui. C'est parce que nous disons que nous ne sommes pas capables de faire les choses dans les normes que nous faisons appel à la communauté internationale. Et donc, selon l'esprit de votre proposition, faudrait-il que la Commission électorale nationale indépendante soit remplacée par l'ONU, la CEDEAO, ou bien l'Union africaine, ou bien une équipe cosmopolite? Je ne sais pas, mais il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Mais il faut une instance internationale neutre, capable d'organiser des élections sans aucun problème. Oui, mais de tout temps, il y a toujours des missions d'observation. L'observation n'est pas l'organisation des élections. J'ai été observateur dans une trentaine de pays africains. Aussi bien où... Bon, l'observation, ça c'est rien. J'ai été aussi dans des missions préparatoires des élections. J'ai vu beaucoup de choses. Avant même qu'on ait organisé les élections, on a les missions exploratoires, comme on dit. Donc, je vais partir d'une vingtaine de missions exploratoires en Afrique. D'accord. Je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de choses, ce qui était mis en place. Et au point 6 maintenant, qu'est-ce que vous demandez? Au point 6, nous demandons que 6 mois après la mise en place du gouvernement issu des élections législatives, qu'il y ait des états généraux de la défense nationale qui doivent être organisés pour trouver une solution définitive au problème récurrent armée-nation. Voilà. Pour que la paix ou la réconciliation armée-nation soit rétablie. Et le point 7 finalement. Le point 7, le dernier point, c'est répondre à l'esprit de la Constitution du 14 octobre 1992 dans sa version originelle. Donc, pour que quand ce soit mis en place, tout ça, ces réformes seront faites, que le chef d'État lui-même, Faure Gnassingbé, courageusement annonce qu'il ne sera pas candidat en 2020. Que le président Faure lui-même, et vous avez employé le mot ou l'adverbe courageusement. Courageusement, lui-même annonce qu'il ne sera pas candidat en 2020. Avant ou bien à l'approche ou à quelques mois de 2020. Ou maintenant, ou lors du dialogue. Vous savez, si le chef d'État faisait ça, le dialogue va se faire comme une lettre à la poste. Mais cela aura d'autres incidences. Mais quand même, permettez, nous allons prendre exclusivement un auditeur. Alors, Monsieur Kokou. Oui, bonjour, Monsieur Gasson. Oui, bonjour Kokou. Bonjour, Maître Adjavon. Bonjour. Je voudrais apporter un peu de l'eau à votre moulin. Concernant le cas de Maître Kofigo, quand vous avez écrit la condition contre lui. C'est pour il s'est expliqué, mon cher ami. Oui, mais monsieur le journaliste, vous qui nous trouvez dans ce pays, pardon, je vais expliquer quelque chose. Quand le Premier ministre allait prêter serment pour diriger la transition, il y avait un texte sur lequel il a prêté serment pour ne pas postuler à la candidature à la présidence à l'élection. Donc, essayez de nous dire ça aussi. Ne nous dites pas qu'on a écrit un texte contre Maître Kofigo. Ça, c'est pour éclairer la lanterne. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, merci et très bonne journée. Et c'est le deuxième intervenant qui sera maintenant là pour la question, notre invité. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gado. Bonjour. La transition ne sera pas candidat, c'est clair. Pour moi, je lis un peu dans les écritures. Voilà ce que la CEDEAO va proposer. Pas de quatrième mandat. Depuis l'élection organisée par la CEDEAO et la sécurité par la CEDEAO. Donc, pour mettre de bonnes journées. Merci. Alors, est-ce que la sécurité du Togo est-elle menacée jusqu'au point où il faut faire appel à la CEDEAO? Je ne sais pas si c'est la CEDEAO qui va organiser la sécurité. Mais quoi qu'il en soit, il faut trouver une solution. Maître Mensonzus Adjavon, toutes ces propositions, apparemment tout porte à croire comme si c'est dirigé contre M. Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous répondez? Les gens disent que c'est des propositions faites à l'encontre de M. Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quel point il y a là qu'il soit contre Faure Gnassingbé? Puisque nous lui demandons lui-même
de courageusement annoncer qu'il ne sera pas candidat. Qu'est-ce qu'il y a comme lui? Rien n'est comme lui. Si lui-même courageusement annonce qu'il ne sera pas candidat, il va entrer dans l'histoire. Maître Atam. Il va entrer dans l'histoire. Est-ce que c'est à ce moment-là quelque chose sera contre lui? Maître Atam et sans à Javon, merci d'être venu chez nous ce matin. Je vous remercie. Messieurs et dames, merci beaucoup à vous tous qui nous avez reçus chez vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à la direction qui a pu nous permettre d'aller jusqu'à 8h30. Tout à l'heure, Jacob Ahama va vous retrouver pour le journal en EV. N'oubliez pas, à 13h, nous serons là et à 18h également pour le 3e rendez-vous. Excellente journée, excellente semaine à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.